Et on va continuer de parler de ces législatives avec notre invité du jour, Hervé Lebras, historien et démographe, directeur de recherche émérite à l'Institut national d'études démographiques. Bonjour, merci d'être Bonjour. avec nous. On va d'abord revenir une semaine en arrière. On découvre les résultats des européennes en France et on apprend que le Rassemblement national arrive en tête dans toutes les régions de France, sans exception. Ce qui veut dire que même les régions qui votaient historiquement à gauche, je veux prendre l'exemple de la Bretagne, ont basculé du côté du Rassemblement national. Comment on l'explique ? Bon, il y a forcément beaucoup d'explications. Ceci dit, les régions ont basculé de façon assez différente parce que si vous prenez les régions traditionnelles où le Front National ou le Rassemblement National obtient ses meilleurs scores, c'est-à-dire la France du Nord-Est, la France méditerranéenne, puis un peu la vallée de la Garonne, à ce moment-là, c'est là qu'il a eu ses plus fortes progressions. En revanche, dans des zones où il était moins bien implanté, ses plus fortes progressions, ça veut dire par rapport à le premier tour de la présidentielle qu'il a gagné de l'ordre de 10 points, ce qui est énorme. En revanche, si vous prenez des régions où il était peu implanté, la Bretagne notamment, il gagne 5 points et demi. Donc il arrive tout juste en tête. Quand on regarde dans le détail, il est d'ailleurs en tête surtout dans les zones rurales et absolument pas dans les grandes villes qui ont peu voté, de Bretagne du moins, qui ont peu voté pour lui. Donc il garde une très grosse différence à l'échelle régionale par rapport aux chiffres qu'on donne de 31% national. Est-ce que ça veut dire qu'en Bretagne, par exemple, pour garder cet exemple-là, c'est là qu'est apparu le mouvement des bonnets rouges, on s'en souvient en 2013, en réaction à l'écotaxe. Est-ce que l'immigration et l'insécurité, qui sont chers au Rassemblement national, sont des thèmes qui sont vus comme prioritaires aujourd'hui par rapport à des thèmes comme le pouvoir d'achat ou encore le chômage ? Si on prend le cas de la Bretagne, justement, il y a très peu d'immigrés en Bretagne. C'est une des régions où il y a pas la région, mais une des régions où il y a le moins d'immigrés. C'est une région où aussi la sécurité est assez grande, mais il y a beaucoup de paradoxes. Ce sont les zones rurales, surtout les très petites communes, qui votent le plus pour le Front national. C'est près de 40% dans les zones au-dessous de 2000 habitants par commune. Et puis ça descend de plus en plus. Et quand on arrive aux grandes villes, on tombe dans au-dessus de 100 000 habitants, on tombe dans les 15-16%. Et à Paris, 8,5%. Or, l'immigration, au contraire, est à Paris et dans les grandes villes. Et l'insécurité est aussi dans les grandes villes. Donc il y a une sorte de paradoxe. C'est plus les gens qui craignent le plus l'immigration et l'insécurité sont ceux qui, au fond, sont le moins sujets à l'insécurité et à l'immigration. Et justement, ce chiffre très parlant, 97% des communes de 500 à 2000 habitants ont placé le Rassemblement national en tête aux élections européennes. Vous le disiez, ce sont des communes qui sont les moins touchées par l'immigration et l'insécurité. Bien sûr, oui, tout à fait. Et c'est pas propre à la France. J'avais fait il y a 2 ans un livre où j'avais regardé localement pour 7 pays qui entourent la France quelle était l'implantation de l'extrême droite, par exemple Fratelli d'Italia en Italie, Vox en Espagne, AfD en Allemagne, et puis la présence des immigrés. Et c'était la même chose qu'en France. On pouvait dire moins il y a d'immigrés localement, plus on vote pour un parti d'extrême droite. Le cas de l'Allemagne est encore peut-être le plus caractéristique. Les immigrés sont à l'ouest, puisque c'est là qu'est au fond l'industrie, c'est là que l'ancienne Allemagne de l'Ouest qui marche bien. Et le vote pour l'AfD, qui est le parti presque nazi maintenant, c'est presque uniquement l'Allemagne de l'Est, l'ancienne Allemagne de l'Est, où là, il y a très peu d'immigrés. Donc c'est encore plus caractéristique qu'en France. Et quand je dis l'ancienne Allemagne de l'Est, sauf Berlin, parce que Berlin, au contraire, se porte assez bien. Est-ce qu'on peut encore parler du vote RN comme d'un vote contestataire, ou bien est-ce que c'est aujourd'hui un vote d'adhésion pleinement assumé avec des gens qui ont voté pour le RN aux européennes et qui revoteront pour le RN aux législatives ? Je pense qu'il y a une mutation qui s'est produite, qui est d'une certaine manière apportée au discrédit au fond du gouvernement actuel. Il faut quand même le dire. C'est jusqu'ici le rempart contre le Rassemblement national, c'était de dire il est incompétent économiquement, ce qu'il propose ne peut absolument pas tenir, retour à la retraite à 60 ans, il ne pourra pas gérer le pays. Et
ce dont les Français sont aperçus depuis 2 ans, c'est que le gouvernement de Macron ne sait pas non plus gérer le pays. Donc cet argument-là est tombé. C'était, à mon avis, le principal argument. Et on voit bien que la réforme des retraites a été terrible pour l'image de Macron. Alors il a cherché à le récupérer un peu avec la loi sur l'immigration. Ça n'a pas beaucoup marché. Il s'est aliéné une partie de son aile, fond de son aile gauche initiale. Et puis on a appris que la France avait un déficit énorme. Donc il n'est plus du tout apparu comme quelqu'un qui maîtrisait, lui et son gouvernement, l'économie. Du coup, l'argument principal qui empêchait le RN de rompre le plafond de verre, comme on disait, a cessé. Justement, est-ce que pour vous, le point de bascule depuis 2 ans, ça a été la réforme des retraites? Le point de bascule pour ceux qui ont voté encore Emmanuel Macron au second tour de la dernière présidentielle et qui, cette fois-ci, ont basculé du côté du RN? Oui, ou qui d'ailleurs reviendront sur la gauche, comme on le voit dans certains cas. Oui, je pense que ça a été essentiel, parce qu'il est apparu que, soi-disant, se disant démocratique, il ne prêtait pas attention au mouvement qui était très important. Et puis aussi, pour les personnes qui connaissaient un peu le sujet, il y en a beaucoup, ces arguments n'étaient pas crédibles. Et là, on a vu le gouvernement vraiment bafouillé, il n'y a pas d'autre terme, annonçant des chiffres qui n'étaient absolument pas, qui étaient démentis et qui étaient ensuite contredits par le même ministre, Monsieur Dussopt, 2 semaines plus tard. Et puis le 49.3, et puis cette sorte d'arrogance en disant on va vous faire de la pédagogie. Mais non, la plupart des gens avaient bien compris, ils ne sont pas idiots. Donc ça pesait très lourd dans l'image de compétence du gouvernement. Est-ce que le RN est un parti bien implanté localement? Est-ce que ce score de 31,4% aux européennes, c'est le fruit d'un travail local dans les communes, ou est-ce que l'impulsion est plutôt nationale? Je pense que c'est le fruit d'un travail. Alors, est-ce que c'est seulement local? Ça peut être un peu régional. Mais dans ce que je vous ai dit au début, c'est pas un hasard, je pense, si ce sont les régions où le RN était déjà très fort qui ont le plus progressé. On aurait pu penser l'inverse, que ça allait s'égaliser, si vous voulez. Et pas du tout. C'est là, avec des chiffres énormes, on a certaines communes, par exemple, le 3e département qui vote le plus pour le RN, c'est la Haute-Marne. Alors, il n'y a pas d'immigrés et l'insécurité n'est pas très grande. Mais dans la Haute-Marne, vous avez un certain nombre de communes où, dès le premier tour, vous avez des chiffres de 60 à 70% de vote pour le RN. Ils étaient déjà dans les 40% en 2022, au premier tour de la présidentielle. Donc là, on sent qu'il y a eu un travail qui a été fait localement, et aussi ce travail qu'on appelle de dédiabolisation, c'est-à-dire, bon, ils sont pas, au fond, beaucoup plus mauvais que les autres quand ils ont une mairie ou bien quand ils sont des conseillers régionaux, et ça, je pense que ça a joué. Ils ont commencé ce qu'ont fait tous les partis avant eux, c'est cette implantation locale qui fait encore tenir. Au fond, la droite tient encore des villes ou des communes assez largement, la gauche aussi, justement parce qu'il y a ces réseaux, cette implantation, rendre service aussi à la population. C'est ça le travail très souvent d'un maire ou bien d'un député. Et là, ils ont commencé à le faire, et je pense que le fait qu'ils aient eu 89 ou 87 ou 89 députés en 2022 a beaucoup joué. En plus de ça, ça leur a donné de l'argent. Donc tous ces éléments ensemble ont fait que ils sont vraiment entrés dans le jeu politique alors qu'ils étaient à sa marge jusque-là. Vous évoquiez à l'instant la dédiabolisation du Rassemblement national. Quand est-ce qu'elle a commencé vraiment, cette dédiabolisation, et quand est-ce qu'elle a commencé à marcher, à fonctionner? Elle a commencé à marcher, je pense, quand Marine Le Pen a chassé son père. C'était une preuve très forte, et elle avait compris justement que ce que son père n'avait pas compris, qui était le FN de l'époque, était soutenu par la base populaire. Parce que quand, au premier vote de Jean-Marie Le Pen en 1984, la première fois où il surgit avec 11% des suffrages aux européennes, c'est un parti d'indépendants urbains. Il fait ses meilleurs scores plutôt dans les grandes villes. Il est un peu étal sur le reste, mais c'est dans les grandes villes, il fait mieux. À Paris, son meilleur score, c'est dans le 8e arrondissement en 1984. Donc, il n'est pas du tout réceptif à une clientèle populaire d'ouvriers, où là, j'entendais Bardella revenir sur le chômage. Bien sûr, là, il touche une clientèle précise qui sont les chômeurs. Là, Jean-Marie Le Pen, ça ne l'intéressait pas. Et Maigret l'avait compris. Donc, Jean-Marie Le Pen, au lieu d'intégrer Maigret,
ce que disait Maigret à propos du côté social, l'a éjecté en pensant qu'il était un rival, ce qui était possible d'ailleurs. Donc Marine Le Pen, ça a travaillé son esprit, elle a compris qu'il fallait se tourner vers l'électorat le plus populaire possible. Et ce qu'elle a fait, il fallait donner un signe. Et elle a écarté son père. En plus de ça, son père n'a pas voulu se laisser écarter. Il y a eu des manifestations un peu grotesques où il intervenait quand elle faisait un discours pour la Sainte Jeanne d'Arc. Et tout ça, ça donnait de la publicité au fait qu'elle était différente. Et puis ensuite, elle a lissé son discours. Ceci dit, elle garde des conseillers qui sont tout à fait à droite. Il faut aussi se méfier qu'il y a l'apparence et puis il y a l'essence. Vous parliez de Marine Le Pen, mais il y a aussi Jordan Bardella. On sait que le vote RN, il touche aussi la jeune population. Oui, quand on regarde, non, il touche pas. Enfin, on a beaucoup dit la jeune population, c'est-à-dire... Mais quand vous regardez la moyenne dans les sondages, ceux qui votent le plus pour le RN, c'est encore la tranche d'âge 30-55 ans. Et là, ça repose sur, au fond, une autre affaire beaucoup plus compliquée qui est le blocage de l'ascension sociale. Quand vous arrivez à 30 ans, dans beaucoup de métiers, c'est bouché, vous n'avancerez plus beaucoup. Donc vos aspirations, vous les aviez étant étudiant ou quand vous avez eu vos premiers emplois. Puis là, il faut s'y résoudre à ne pas beaucoup bouger. C'est une caractéristique nouvelle parce que la génération précédente a eu des possibilités d'ascension sociale. Donc là, on entre vraiment sur des questions sérieuses. Alors les jeunes, les jeunes, ça a monté, mais le problème avec les jeunes, c'est ils participent très peu. Le taux de votants chez les jeunes, ou l'abstention, si vous voulez, en sens inverse, est énorme. Alors là, la question est grave, parce que c'est un désintérêt pour les formes actuelles de la politique. Ils cherchent d'autres formes. Il y a beaucoup de travail en association pour les jeunes, mais la politique traditionnelle ne les intéresse plus. Est-ce que le vote RN en milieu rural, il exprime aussi un sentiment d'abandon, au vu des déserts médicaux, au vu d'un manque d'accès à un réseau Internet et mobile? Je rappelle que plus de la moitié des Français n'ont pas accès à une connexion performante. Une partie de la population se sent abandonnée depuis de nombreuses années et veut se faire entendre aujourd'hui? Oui, c'est ce que je vous disais à propos de la taille des communes. C'est pas un hasard si le vote est le plus important pour le RN dans les communes qui ont peu d'habitants, parce que ces communes-là n'ont plus de commerce, elles sont très dépendantes de la voiture, elles voient aussi la société évolue, donc il y a les grandes villes procurent tout un environnement, notamment culturel, je sais pas, même des salles de multiplex de cinéma, etc. Et ils se sentent en dehors de tout cela. Et en plus de ça, quand ils expriment ce sentiment d'être en dehors, ils ne sont pas écoutés. Donc il y a un double mécanisme qui fait que dans les régions les plus rurales et les plus éloignées des grandes villes, on est très sensible au fond, à l'appel du RN. Merci beaucoup Hervé Lebras pour vos explications et votre analyse.